Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir de se retrouver ensemble avec le Rav Menachem Ackerman. On continue à développer le livre de Oroth. Si vous avez raté un épisode, n'hésitez pas, vous cherchez sur YouTube Midreshet Yehuda, vous tapez Oroth, Rav Ackerman, et vous devez retrouver tous les cours qui ont été enregistrés, bien évidemment. Et ce cours est dédié à notre ami Joseph Yosef Avner. Avner Durand et Hachem Yikom Damo, Bechavod. Et pour moi, pour maman. D'accord, mais alors dis-moi comment elle s'appelle? Alors, c'est ce soir, hein. Oui, C'est Janine Victoria Bat Bella. Victoria. Janine Victoria Bat Bella. Besséder. Et Je le quitte, Nishmat. je quitterai le cours à 7h moins quart parce que je vais à la synagogue. Besséder, d'accord. Alors chez le Nishmata et les Sruta, et comment ça s'appelle ça? Ton assiduité au shiur, que ce soit au limoud, que ce soit aussi le Nishmata. Même si aujourd'hui tu pars un tout petit peu plus tôt. Tov, alors je vais commencer. Ah, on a commencé à enregistrer, Besséder. Az Shalom le Kulam, bonjour à tous et à toutes. Et donc on continue notre limoud dans Roth Eretz Israël. Comme vous vous souvenez, on a réussi à maintenir un rythme de croisière malgré les chagim et les différents événements. Et on est arrivé donc à la quatrième piska, le quatrième paragraphe de Roth Eretz Israël aujourd'hui, qu'on va étudier. J'en profite, comme toujours, Menachem, on te voit, tu te caches pas, donc on te voit bien, mais Todarabah, parce que c'est Menachem Regeger qui a traduit Roth Eretz Israël, Roth Amilchama, et aussi à Kriya Gdola. Et il est en train de continuer, c'est-à-dire que bientôt, Bezrat Hashem, on va avoir le deuxième tome. Et Charles Koach Gadol, et grâce à toi, avec les commentaires de Rav Aviner aussi, donc grâce à toi, on a accès à un texte traduit en français qui nous permet vraiment d'accéder à l'enseignement du Rav Kook. Et comme en ce moment, l'égoïme nous dénie notre droit sur la terre d'Eretz Israël, entre autres, il nous dénie de toute façon même le droit d'exister en tant qu'individu, en tant que de nation. Mais c'est bien de retourner aux sources et de réétudier notre lien extrêmement profond avec la terre d'Eretz Israël, ce qu'on fait depuis le début de cette étude. Donc je vais tout de suite ouvrir le texte et aussi donner toujours la même ouverture qui met les pendules à l'heure dans les raisons, on peut dire, ou la motivation profonde et la finalité de notre étude. Alors comme Johan l'a déjà dit, donc le Nitzachon Tzvaenu après, Tzva Agadan l'Israël Neged Oivenu, l'Ishmira al Kol Chayelenu, Mikol Tzara Vetzuka, Mikol Pegara, l'Irfuat HaNefesh Uffuat HaGuf, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים, ולשמיר עליהם ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, quand les נרצחים c'est ceux qui étaient à Simchat Torah, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Voilà. Maintenant qu'on a dit pourquoi, on a mis les pendules à l'heure, on peut commencer à étudier cette piska, la quatrième piska de Oroth Eretz Israël, qui fait partie du livre général qui s'appelle le livre de Oroth. Tout ce qu'on étudie en ce moment, ça fait partie, c'est la traduction du livre de Oroth. Alors voilà, on est arrivé, Bezrat Hashem, voilà. Oroth Eretz Israël, la quatrième piska. Alors c'est une piska qui est très courte, donc on aura sûrement le temps de l'étudier en une journée, en une heure, quoi, dans le cadre du cours d'aujourd'hui. C'est Menachem qui met les titres, parce que dans l'édition hébraïque il n'y a pas de titre, la pensée en terre d'Eretz Israël. Vous allez voir comment est-ce que le titre va se développer. On va faire une première lecture du texte du début jusqu'à la fin et après on va le reprendre comme d'habitude pour pouvoir l'approfondir. Il est impossible à un homme d'Israël d'être dévoué et fidèle à ses pensées, à ses réflexions, à ses idées et à son imagination
en dehors de la terre d'Israël avec la même fidélité qu'en terre d'Israël. Les dévoilements de l'esprit de sainteté, quel que soit leur niveau, sont relativement propres en terre d'Israël, alors qu'en dehors de la terre d'Israël, ils sont mêlés de quantité de rebut. Alors j'ai marqué le mot en hébreu, sigim, et d'impureté de klipot. Je l'ai rajouté, hein, bien entendu, c'est du texte en ivrite. Cependant, à la mesure du désir de l'homme et de son attachement à la terre d'Israël, ses idées se purifient par le fond. Alors là, j'ai rajouté le fond, c'est le yesod, de l'air de la terre d'Israël, qui enveloppe quiconque est dans l'attente de la voir. Réjouissez-vous de Jérusalem et jubilez en elle, tous ses amants. Isaïe, Yeshayahu, chapitre 66. On verra les textes tout à l'heure, d'ailleurs en ivrite de ce beau pasouk. Simcho et Yerushalayim vegiluba kol ohavea, c'est une phrase très connue d'abord, qui est reprise dans le Chadodi d'une certaine manière, et ensuite en 1967, c'est une des chansons de la guerre des 6 jours. Simcho et Yerushalayim vegiluba. Et d'ailleurs là-bas on chante Sisou et Yerushalayim, c'est que sans doute il y a un autre pasouk qui dit Sisou. Là il y a marqué Simcho et Yerushalayim. Alors reprenons le premier paragraphe, il y a 2 paragraphes. Le premier, donc pour le relire, il est impossible à un homme d'Israël d'être dévoué et fidèle à ses pensées et à ses réflexions, à ses idées et à son imagination, en dehors de... je vais le faire un tout petit peu plus petit pour qu'on puisse voir dans le Seder, pour qu'on voit toute la piska. Donc, à son imaginaire en dehors de la terre d'Israël avec la même fidélité qu'en Eretz Israël, qu'en terre d'Israël, les dévoilements de l'esprit de sainteté, quel que soit leur niveau, sont relativement propres en terre d'Israël, alors qu'en dehors de la terre d'Israël, ils sont mêlés à quantité de sigim, d'impureté, de rebut et de klipot. Ça c'est la première, donc le premier paragraphe de ce texte, et bien entendu, Rav Kook, quand il dit des choses comme ça, il nous amène, il nous élève vers des pensées qui ne sont pas, on pourrait dire, dans notre habitude rationnelle. C'est-à-dire, il est en train de dire qu'en fin de compte, il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut être intelligent. C'est-à-dire il n'a pas dit qu'il n'y a qu'en Eretz Israël, mais si, puisqu'il dit au début, il est impossible. C'est-à-dire, dans le langage du Rav Kook, Yefshar l'Adam Israël. C'est-à-dire, un homme d'Israël, un juif, c'est-à-dire, s'il est en dehors d'Eretz Israël, il n'est pas authentique dans son monde de la réflexion, c'est-à-dire des pensées, puisque, comme l'a dit Menachem, l'a traduit, c'est les pensées, la pensée en Eretz Israël. Alors, ça, c'est très fort. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, quand on étudie un texte comme ça, il faut se dire que Rav Kook va loin. C'est-à-dire, quand il affirme une chose comme ça, comment est-ce que tu peux affirmer une telle chose que en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas, et que quand tu viens en Eretz Israël, alors tu deviens intelligent. Comme il est marqué, c'est la phrase à laquelle Rav Kook fait allusion dans la deuxième partie, puisqu'il parle de l'air de la terre d'Eretz Israël, et nos sages nous disent Avira d'Eretz Israël markim, c'est-à-dire l'air d'Eretz Israël rend intelligent. Je suis désolé pour tous les gens qui ont fait leur diplôme en Chutz La'aretz, mais apparemment, s'ils étaient venus pour les faire en Eretz Israël, ils auraient eu des meilleures notes parce qu'ils auraient fait leurs études en Eretz Israël. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Il faut expliquer comment c'est possible une chose comme ça. C'est-à-dire, comment Rav Kook peut affirmer une chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que nos enfants israéliens, ils réussissent mieux leurs études universitaires que nous? Apparemment, pas toujours. Mais ils n'ont pas autant de ce qu'on appelait en yiddish de Sitzfleisch, c'est-à-dire de capacité d'être assis sur une chaise pour étudier. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour Rav Kook, c'est une évidence, puis en tout cas c'est une affirmation, que en Eretz Israël, on arrive à des niveaux de pensée, de sechel, de marshava, qui sont bien supérieurs, puisque c'est impossible d'y arriver en dehors d'Eretz Israël. Alors, comment est-ce que une chose comme ça, elle se passe? Alors, je vais amener 3 éléments. Le premier élément, et je l'ai souligné ici, le Rav Kook ne parle pas, il dit, en hébreu aussi, marchevotav
Egionotav, Rayonotav, Vedimionotav. C'est-à-dire, il ne dit pas, il est impossible à un homme d'Israël d'être dévoué fidèle à la pensée, la réflexion, l'idée et l'imagination. C'est-à-dire, il dit ses pensées, ses réflexions, ses idées et son imagination. Donc, ce que nous dit le Rav Kook, c'est quelque chose de différent. Tu peux tout à fait acquérir des connaissances en dehors d'Eretz Israël. Tu peux aller à la Sorbonne, à Harvard University, et tu peux absolument intégrer des connaissances. Le problème n'est pas l'intégration des connaissances, le problème c'est de savoir, de parler de toi, c'est-à-dire Rayonotav, Egionotav, Marchevotav, Vedimionotav, c'est-à-dire de ce qui est propre à toi, de retrouver ce qui t'appartient à toi. Et c'est ça, le premier chidouche du Rav Kook dedans, c'est que en dehors d'Eretz Israël, tu peux être une tête bien faite, une tête bien pleine, tu peux avoir plein de choses dedans. La sheila qui se pose, c'est est-ce que c'est les tiennes ou elles sont étrangères à toi? Ce n'est pas les tiennes, ou en tout cas elles ne sont pas aussi authentiques qu'en Eretz Israël. C'est ça la réponse de ce que le Rav Kook nous dit ici dans cette conjugaison. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le mot qu'il utilise, vous voyez ici, je l'ai mis aussi 2 fois, la fidélité. C'est-à-dire aider fidèle à ses pensées, avec la même fidélité, en dehors de la terre d'Israël, avec la même fidélité qu'en dehors qu'en terre d'Israël. En dehors comme en dedans. Et en ivrite, c'est le mot de Ne'emanut, Ne'eman. Vous voyez, c'est ici, on peut voir Masur ve Ne'eman, Kitrunat Ne'emanut Azot be'eretz Israël. Alors la Ne'emanut, on le sait, c'est la fidélité, et c'est aussi l'authenticité. C'est-à-dire la fidélité, pas dans le sens d'être fidèle à une promesse, mais d'être Ne'eman la Makor, ce qu'on appelle en ivrite, c'est-à-dire d'être fidèle à l'original, c'est-à-dire d'être fidèle à ce que ça doit être. En fait, on pourrait traduire authenticité. De même, ce mot dévoué, que Menachem a traduit comme ça, et qui en hébreu, être masour, alors, Nachon, le sirout, c'est être dévoué. Mais personnellement, j'aurais plutôt traduit, je crois que je l'ai marqué ici, avec un point d'interrogation, d'être investi. Parce qu'on sait aussi que l'imsor, c'est s'investir dans quelque chose. Or, la relation entre fidélité et messirout, dans le sens d'être investi de manière authentique dans les choses, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu mieux. Mais ça, c'est Menachem qui va décider en fin de compte. Mais si vous voulez, c'est ça l'idée que le Rav Kook, il développe. Alors, comment est-ce que ça se passe cette chose-là? Pourquoi, quand je suis en Eretz Israël, oui, je n'ai pas un IQ plus grand, je n'ai pas forcément de réussite intellectuelle plus grande, mais j'ai une plus grande authenticité de ce qui m'appartient à moi. C'est-à-dire qu'il y a un retour à ce qui m'appartient à moi. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, à mon avis, les Aniudati de nouveau, le Rav Kook a mis 4 mots. Vous voyez, c'est-à-dire, je voudrais faire analyser ces 4 mots, c'est-à-dire ses pensées, en hébreu marchevotav, ses réflexions egionotav, ses idées ra'ayonotav et son imagination dimionotav. Alors, je suis un petit peu inspiré par la pisca suivante, le paragraphe suivant, qu'on étudiera si Dieu veut la semaine prochaine, qui est la pisca 5, dans lequel le Rav Kook ne va parler que de dimionot, de son imagination. Et pourquoi? Parce que ce qu'on verra la semaine prochaine, et ça c'est quelque chose que j'avais enseigné, et on l'approfondira la semaine prochaine, ce sera l'occasion, il y a quelques années, dans un autre texte du Rav Kook, de Ma'alach Adiot d'Israël, non pas Ma'alor, Ma'amare Ariya, pardon, un autre texte du Rav Kook, le lieu de la prophétie, c'est dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà un niveau, on pourrait dire, d'intellectuel, de rigueur, de réflexion pour pouvoir devenir prophète. C'est-à-dire les conditions pour être prophète, c'est d'être intelligent, d'être aisé, donc de ne pas avoir de problème ou d'avoir la tranquillité économique, vegibor, et d'être un soldat vaillant dans l'armée d'Israël. C'est une condition sine qua non pour devenir prophète. Donc vous voyez qu'il y a des conditions claires. Mais après ça, une fois que tu es dans la Chokhmah, la prophétie est dans le monde non pas du rationnel, mais dans le monde de l'imaginaire. D'où je le sais. Alors vous allez tout de suite vous en rendre compte.
c'est que tous les prophètes, à quel moment Dieu leur apparaît de la journée et quel est leur lieu? Allez-y, dites-le moi. Marlène, vas-y. Alors, Annette, j'ai pas La entendu. nuit, quand il Oui, dort, voilà. Ouais, et dans quel lieu quand on dort? à C'est leur sur lit. oui, c'est sur le coussin germain. Quoi? Vas-y, Annette. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Dans le rêve. Ok? Ah, dans Ok? le rêve, merci. Bach- כן, אם ינביאכם השם, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. c'est-à-dire que c'est un des psukim que Hachem dit à Moshe Rabbeinu dans Parashat Be'alotcha, je crois, ou à un autre endroit, mais je crois que c'est dans Sefer Bamidbar, c'est-à-dire Bachalom Adaber bo. Oui, c'est dans la fin de Be'alotcha, c'est-à-dire je me révèle à eux dans le rêve. Donc, que Dieu se révèle dans le rêve, et la Gemara nous dit que dans le traité de Brachot, que dans tout rêve, il y a un 60e de prophétie. Vous vous souvenez, Echan, Meshishim et Nevoa. Donc ça veut dire que c'est le langage. L'analyse de Freud qui s'est intéressé au langage du rêve, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on était dans le temps où la prophétie a commencé à réapparaître dans le peuple d'Israël, en Eretz Israël. Donc il y a des Juifs même à Vienne qui, bien que Dieu lui a dit il faut que tu viennes, et bien lui il n'a pas voulu, mais en tout cas, il a entendu qu'il y avait quelque chose au-delà dans l'imaginaire. Pourquoi je vous dis ça? Bon, ça on en parlera la semaine prochaine. C'est que je pense que le Rav Kook, justement, dans ces 4 mots, il parle des 4 niveaux, si vous voulez, du développement de la pensée, du titre. C'est la marshava, c'est la pensée, c'est le niveau le plus, celui qui est commun à tout le monde. Maintenant, la réflexion, en hébreu, c'est egionotav. Alors, on peut dire que egionotav, il y a 2 traductions possibles. C'est-à-dire, le premier higayon, c'est la logique, milot higayon. C'est-à-dire qu'au-delà d'une pensée, on pourrait dire brute ou non organisée, quand on arrive au niveau de higayon, non, justement, c'est-à-dire que tu arrives à une pensée qui est structurée, qui est organisée. C'est une première traduction possible. La deuxième, c'est que le mot higayon, il vient de veragitabo yomam valayla. C'est-à-dire où on dit yule ratson imrefi vegion libi le fanecha Hashem tzurevuguali. Mais la hagaya, en hébreu, c'est la prononciation, c'est-à-dire c'est la pensée exprimée. C'est-à-dire, Agitabo, c'est pour ça qu'on a une halakha, que quand on étudie la Torah, il faut le dire, il faut prononcer ce qu'on étudie, on ne regarde pas ou on ne lit pas uniquement dans la pensée, mais la mitzvah Talmud Torah, c'est de prononcer, comme il est marqué, Veragitabo yom havalala, ce que Dieu a dit à Yoshua, non pas tu étudieras la Torah le jour et la nuit, mais tu prononceras, tu exprimeras la Torah le jour et la nuit. C'est ça la traduction de Veragita. Donc, est-ce que le Rav Kook pensait le mot egionotav dans le sens rabbinique qui est la logique ou dans le sens biblique qui est l'expression, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est un niveau plus avancé que la marshava. C'est-à-dire que c'est une marshava qui est déjà capable de s'exprimer ou bien qui est capable d'être structurée. Maintenant, à ces idées, en hébreu, le mot qui est marqué c'est ra'ayonotav. C'est-à-dire ra'ayon, et en hébreu moderne, on dit yeshli ra'ayon. C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est bien d'avoir plein d'idées. Comme il disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des ra'ayonotes. En tout cas, il faut savoir que le mot ra'ayon a un double sens, parce qu'en araméen, et c'est un mot qui n'est pas hébreu, je pense, je ne sais pas si il apparaît dans le Tanakh, ou bien c'est de l'hébreu en fait, mais c'est de l'hébreu de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire l'époque ultérieure, et donc il y a une racine araméenne, et la racine c'est Ye'er Ra'ava Kadamar. C'est Ye'ir Ratzon Milfanecha. C'est-à-dire que quand on parle d'un rayon, c'est une pensée qui est associée à la volonté. Alors vous savez, pour l'avoir étudié en philosophie, ou bien dans Rot HaKodesh du Rav Kook, je ne sais pas où est-ce que vous avez étudié ça, mais en tout cas que si vous voulez, ce qui fait le propre de l'homme, c'est pas forcément la pensée. Aujourd'hui, on a aussi des marchévim, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, mais par contre, ce qui fait le propre de l'homme, c'est plutôt la volonté, le ratson. C'est-à-dire, you, le ratson, imrefi, la capacité de volonté, c'est une capacité qui est plus haute que la capacité de penser, de la marshava. Donc, je suppose
que quand le Rav Kook écrit 4 mots pour dire la même chose, c'est que où il est inspiré, où il a réfléchi à la question. C'est-à-dire des fois, il le faisait par inspiration, mais en tout cas, il avait une marchava comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une élévation ici des différents niveaux du développement de la pensée humaine, d'accord? Donc marchava, c'est une supposition personnelle, hein? Je n'ai pas trouvé dans un commentaire, mais marchava, c'est le premier, pensée, réflexion, deuxième niveau, parce que celui, comme on a dit, c'est aiguillonotable. Troisième niveau, rayonotable, puisqu'il y a ici quelque chose qui est associé avec la volonté, c'est-à-dire, et son imagination, c'est pas le pire, comme un occidental voudrait le dire, c'est-à-dire qui verrait dans la pensée l'idéal et l'imagination, c'est celui qui est le plus bas, mais c'est au contraire le plus haut, puisqu'on va voir que le spécifique, justement, de cette purification de la pensée quand tu viens en Eretz Israël, elle est due au fait que Eretz Israël, c'est la terre de Hakadosh Baruch Hu et la terre de la prophétie. C'est-à-dire, c'est qu'on passe de l'intellect au monde de la prophétie, ce qu'on verra de manière beaucoup plus précise dans la pisca suivante, et ça vous le savez, vous vous souvenez par Rabbi Yehuda Levi, qui dit que on ne peut être prophète qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici une élévation du niveau aussi de l'imagination. Donc de ce point de vue-là, on suppose que c'est 4 niveaux du développement. Maintenant, le Rav Kook nous dit, et si tu n'es pas là-bas? D'accord? Si toi, tu es resté dans les pensées, alors c'est pour ça que j'ai souligné ici, les dévoilements de l'esprit de sainteté, quel que soit leur niveau, sont relativement propres en terre d'Israël. D'accord? Alors qu'en dehors de la terre d'Israël, ils sont mêlés de quantité de sigim et de klipot. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, là où tu es, tu vas te purifier en Eretz Israël. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui toute sa vie sera dans le niveau pensée, eh ben, sa pensée sera meilleure en Eretz Israël. Quelqu'un qui au niveau réflexion, prenons les mots tels qui sont marqués ici, c'est-à-dire son niveau réflexion sera plus pur quand tu seras en Eretz Israël, etc., avec les 4 niveaux dont on a parlé. C'est pas que tu vas t'élever forcément au 4e niveau, peut-être pas. Mais là où tu es, ce que tu es, puisque c'est ces pensées, ces réflexions, à ton niveau, ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus authentique, puisqu'on parle de fidélité, donc d'authenticité, lorsque tu es en Eretz Israël. C'est-à-dire, j'espère que les choses, elles sont claires. Maintenant, comment ces choses, elles arrivent, c'est la question qui vient après. Et pour le comprendre, il faut bien voir la fin de la phrase suivante, c'est-à-dire les dévoilements, et il faut donc s'attarder aux rebuts et aux clipotes. D'accord? Les clipotes, on les comprend mieux en hébreu que quand on dit impureté. C'est-à-dire quand tu dis impureté, tu penses en hébreu à l'ichlur, des lichluchim. Mais en fait, peut-être même Menachem, il faudrait traduire les rebuts et les scories. Non, les scories, c'est comme les rebuts, c'est les écorces. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils développent à Bastia. Là-bas, ils ont plein d'écorces. Et donc, c'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle. Alors, si on voit le mot en ivrite de clipote, on va pouvoir mieux comprendre l'idée de Rav. C'est-à-dire, on va avancer d'un niveau pour pouvoir mieux comprendre l'idée que développe notre maître Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. D'abord, quelle est la différence entre des sigim et des clipotes? Les sigim, c'est je sais pas si ça veut dire rebut en français. J'ai rebuté sur le mot, mais je lui fais confiance. En hébreu, c'est à Menachem, en hébreu, des sigim, c'est des scories, c'est-à-dire ce qui fait qu'un métal. Attendez, il y a quelqu'un qui n'est pas muté, voilà. Mais en tout cas. Des déchets. Quoi? Des déchets. Non, c'est pas des déchets, des sigim. Non. Sigim, non. Même dans le langage moderne, des sigim, c'est quand tu as un métal qui a des impuretés à l'intérieur, ce qu'on appelle des scories. C'est-à-dire, c'est des impuretés. C'est-à-dire, c'est ça les sigim. En tout cas, d'après ce que j'ai appris. Et donc, il y a une différence. Les sigim sont à l'intérieur de la matière et les clipotes sont à l'extérieur. Vous êtes d'accord? Une clipa, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et donc, le Rav Kook, de ce point de vue-là, est très précis. C'est-à-dire que le problème quand tu es en dehors d'Eretz Israël, c'est que tu as un méli-mélo à l'intérieur de toi avec des bonnes choses, et en plus, tu as des clipotes autour de toi qui t'empêchent. Alors, pour ça, le plus important, c'est l'idée des clipotes. Peut-être que je vais... oui, après, rappelez-moi, il faut que je dise un mot sur les sigim, si j'oublie, avant de revenir au développement général. Mais si vous voulez, les clipotes, c'est un chidouche énorme dans la conception du monde. C'est ça que je voudrais expliquer maintenant. Et Rav Kook n'utilise pas toujours ces expressions, parce que
vous avez beaucoup de rabbanim aujourd'hui qui parlent un langage un petit peu qui est emprunté au langage kabbaliste. Et la notion de klipa, c'est une notion de Kabbalah. C'est pas une notion de la Torah d'une église, c'est une notion de Kabbalah quand on parle des klipotes. Il y a beaucoup de klipotes, etc. Les klipotes, c'est en fin de compte ce qui est l'interface entre les forces du mal et les forces du bien dans la Kabbalah. C'est-à-dire c'est là où ils s'installent pour nous parasiter. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on parle de clipotes, on ne parle pas spécialement des clipotes qui sont autour d'une personne, ça va être autour d'une idée, autour d'une pensée, autour d'une nation, c'est-à-dire, etc., etc. Il y a partout un problème. Alors, c'est quoi une clipa? Une clipa, c'est pas un levouche. Un levouche, c'est un habit qui nous correspond. C'est-à-dire que quand on a tous des levouchim, un levouchim, c'est ce qui nous enveloppe, qui n'est pas nous-mêmes, mais qui nous habille. C'est-à-dire, c'est ça le principe de levouche. Par contre, la clipa, c'est des parasites, c'est des mauvaises choses qui sont autour de nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous empêchent d'être nous-mêmes ou de nous connaître nous-mêmes. Et c'est là qu'on voit le lien entre le début et la fin. C'est-à-dire que le Rav Kook a insisté sur le fait que quand tu viens en Eretz Israël, tu as une segoula d'être capable de te débarrasser d'une partie, en tout cas pas complètement. La preuve, c'est qu'on voit qu'en Israël, il y a pas mal de clipotes aussi. C'est-à-dire, mais si vous voyez des petits films sur YouTube, c'est des clipes. Vous savez? C'est-à-dire, c'est une forme de clipote. Et donc, en Eretz Israël, il y a un siyata dishma, il y a une aide pour se débarrasser de ces clipotes, donc de revenir à être fidèle, authentique avec ce qu'on est, ses pensées, etc. Donc la première phrase et la deuxième phrase, elles sont logiques. C'est-à-dire, c'est grâce à la deuxième phrase, si on connaît cette notion de clipote, qu'on peut comprendre ce qui se passe en Eretz Israël. C'est cette idée très forte de ça. Alors, quel est le grand chidouche de ça? C'est que l'homme de pensée naturelle pense que l'homme de nature est primitif, c'est-à-dire où l'enfant de nature, c'est-à-dire il ne connaît pas grand-chose, et que l'éducation, la culture, elle vise à lui mettre des couches sur lui qui vont le rendre sociable, intelligent. On n'entend rien. Ça s'est coupé. On n'entend pas, ça Ça s'est coupé. arrêté. Ça Oui. s'est coupé, on n'entend rien. On va lui faire des signes. Oui. Allô, allô, allô? Non, c'est coupé, c'est coupé. Il va revenir. Mhm. Attendre. Annette, en attendant, j'ai retrouvé des photos du voyage en Italie. Oh, tu C'est étais pas si vrai. jolie. Oui, J'étais jeune. des jolies photos. Ah, bah oui, on était. Hein. C'est il y a 20 ans, non? Il y a combien? On a bien vieilli. Non, non, non. Je t'ai vite reconnue. Ah, vous habitez à Jérusalem? Oui. Et Enfin, moi, je suis de Petah Tikva, là, oui, maintenant je suis à Batiam. à J'étais à Batiam. Batiam. Parce que là, j'ai une tête grosse comme ils ont une fête en face de notre maison. Il y a une grande fête pour. Donc ça veut dire qu'on va C'est moi recevoir. qui ai mis en pause. Ah, C'est Ok, le mien que j'ai mis en pause. d'accord. Donc alors il faut aussi que je mette le mien. Ben non, je vais reprendre. Et je t'envoie la clata, ça te va? D'accord, Nbaï. Alors je peux quand même mettre le texte? Oui, Ouais, Baruch vas-y, tu peux. Hashem. Quand tu veux, je relance l'enregistrement. Euh, d'accord. Allez, c'est parti. Ah, Non, voilà, non, on reprends. peut pas Ah, partir du départ. C'est bon, c'est reparti. d'accord. Alors vous m'excusez. Animod, Mamash, Mitzter, Alze. On revient à l'endroit où on était tout à l'heure et on continue le cours. Top, donc j'étais en train de vous expliquer quelque chose de très important. C'est que dans la pensée humaine naturelle, il faut que je regarde quand même où on était. Le Seder, source, voilà, c'est le texte d'avant. Et maintenant on est revenu chez nous.
Voilà, on y est. C'est-à-dire, euh, non, bah, c'est pas le bon texte. Si, vous étiez là. Oui, Ici, mais mais c'est ils pas. ont tous les titres marqués ont été Oui, mais il n'y retirés. a pas toutes les remarques que j'ai fait en Il n'y a plus. pas les, il y a pas les... Alors, je vais essayer quand même, si vous me permettez, d'essayer de, de reprendre les choses avec le texte tel que je l'avais avant. On va voir si celui-là, non. C'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ok, ben donc j'espère, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et sinon, on fera avec ce qu'on a. Oui, Baruch Hashem, Baruch Mechayem Etim. D'accord, donc on revient à là où on était. J'ouvre le texte. Et Akol Beseder Bezrat Hashem. Vous le voyez? Oui, super. D'accord. Euh, Vous pouvez enlever la partie de droite. oui, c'est ça que j'essaye de faire. Il doit y avoir il y a Sagour en bas. Peut-être que c'est ça. De Isgor et Zeken. Voilà, ça y est. Apparemment, est-ce que vous le voyez ou non? Oui, oui. Voilà, ça va. C'est Ouais, bon. selon moi, je ne vois plus. Donc maintenant, je vois. Akol Beseder. Euh, Voilà. Slicha al kol advarim. Maintenant, il faut retourner au texte. Akol yeh beseder. Voilà. Euh, Tov. Alors, Choufam, Slicha, Mechila pour toutes les. Alors, je reprends au point où on s'était arrêté, avec 5 minutes de Hafsaka. Comme je vous disais, dans la pensée naturelle de l'homme, on acquit des connaissances, on acquit de la culture, en fait, au niveau du machal, on se met un habit sur soi-même. C'est-à-dire que on se rajoute à soi-même une couche, on pourrait dire, en plus de soi-même. Bien entendu, on se transforme aussi à l'intérieur de soi, mais on acquit des connaissances, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'extérieur des choses qui se rajoutent à notre être, on pourrait dire, à notre être sauvage, notre être premier, d'enfant ou de personne en évolution. Et d'après la Kabbalah, c'est l'idée que le Rav Kook a amenée ici, c'est qu'il veut bien entendu expliquer, et c'est à propos d'Eretz Israël, mais c'est pour ça qu'il utilise cette notion de Kabbalah, c'est-à-dire d'après cette manière de voir les choses, le processus est contraire. C'est-à-dire que toute ta vie, tu n'acquais pas des connaissances, c'est vrai que tu en acquis, mais tu es en train de nettoyer, on pourrait dire, de te nettoyer d'impuretés qui sont venues au moment même de ta naissance, etc. Et tu es tout le temps en train de retourner à ton identité première. C'est-à-dire que c'est un retour à soi-même et c'est pas un développement qui nous rajoute quelque chose en plus. C'est-à-dire, en tout cas, c'est le point essentiel. Et par exemple, nous savons, il y a un très beau midrash qui dit que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, à ce moment-là, il connaît toute la Torah entière. Vous savez, Yodet kol la Torah kula. Et quand il sort, vous vous souvenez, on se fait un petit coup ici, et puis du coup on oublie. Et toute notre vie, en fait, on est en train de faire une teshuva, c'est un retour et de revenir à ce qu'on est. Et à ce moment-là, à partir du moment où on comprend cette idée-là, et qui nous dit qu'en fin de compte, c'est pas
un rajout, mais au contraire, un nettoyage, c'est-à-dire qui se fait pour pouvoir redevenir soi-même, alors on comprend l'idée que nous dit le Rav Kook. C'est-à-dire que en Chutz Laaretz, tu auras la segoula de pouvoir apprendre plein de choses, et une grande partie de nous, même si ça se trouve tous 100% des gens qui sont là, l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont acquis énormément de connaissances, d'intelligence, de marchavot, de rayonot, etc. Tout ça, ils les ont acquis. Mais quand tu reviens en Eretz Israël, tu pourras réussir à dire comme ça qui je suis véritablement, avec non pas un homme sauvage, au contraire, c'est-à-dire que puisque même avant de naître, on a toutes ces connaissances, notre Neshama, elle connaît tout ça. Notre Neshama, elle connaît toute la Torah et on a des connaissances comme ça. Et en Eretz Israël, on va pouvoir se nettoyer. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette segoula de Eretz Israël, cette force de Eretz Israël, d'être capable de redevenir soi-même, de se nettoyer des rebuts et des impuretés, des clipotes et des sigim. C'est-à-dire, alors ça, oui, Evelyne. Il faut que tu ouvres le micro juste. Moi, je ne peux pas l'ouvrir pour toi. Ton microphone. Sigim. On doit vous rappeler Sigim. Voilà, Oui. Atadarama. L'étude en Eretz Israël nous permet de nous nettoyer. Tandis qu'en Choul, vous dites que ça On ne s'en fait crasse. que rajouter. C'est Voilà. ça? Bediou. Ok, Sauf le Rav Kook dans la deuxième piska, il va dire que en Chutz Laaretz, on peut aussi. Mais à ce moment-là, il va y avoir besoin d'une condition sine qua non. C'est-à-dire, je dirais l'étude de Chutz Laaretz. L'étude, et maintenant, je ne parle pas de ça. Là-bas aussi, on peut. Mais en Eretz Israël, on a une aide beaucoup plus grande pour pouvoir atteindre notre pensée, notre volonté, notre imagination, notre expression, c'est-à-dire de tout ça. Et ça, c'est la segoula d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il dit qu'il est impossible au début d'y arriver véritablement et que le Rav Kook va utiliser le mot de Nehemanut, c'est-à-dire Mashu Neheman, c'est-à-dire authentique au modèle d'origine. C'est-à-dire tu reviens à toi. C'est ça qui est important. Alors, et c'est ça le point que je voulais dire à propos de Sigim. Dans la Kabbalah, quand on parle de la avoda que les Béné Israël avaient à faire en Égypte, et d'ailleurs, à ce propos, il explique le Harizal, il explique aussi les souffrances qu'on a subies en Égypte, et il compare ça, et ça est remarqué dans la Torah, et qu'on nous a sorti du Koura Barzel. Koura Barzel, c'est le fourneau dans lequel on prépare du fer, on fait du fer. Or, vous savez que dans les fourneaux pour les métaux, c'est ce qui leur permet de séparer le métal des sigim, c'est-à-dire des impuretés qui sont dedans, pour pouvoir. Il y a aussi pour le travailler, mais au fourneau, ça sert à ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Là, on parle d'Afka de la galoute, c'est tout à fait différent. Mais il y a quelque chose qui se fait du besoin dans tous les processus de la création du monde et de la volonté de Akadosh Baruch Hu, de revenir à l'authenticité, de revenir à soi. Alors pourquoi je voulais le préciser? Parce que ça a un lien avec la matzah. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, le fait qu'on ait été purifié de tous les sigim, c'est ça la différence entre du pain et de la matzah. C'est-à-dire la matzah, c'est ce que j'avais déjà souvent enseigné au nom du Maharal, c'est que le mot matzah, c'est le même mot que tamtzit. Tamtzit, c'est l'essence, c'est-à-dire de revenir à l'authenticité des choses. On n'a plus tout ce qui est les fioritures qui sont autour, et c'est un retour à soi-même. Alors je voulais le dire, parce qu'aujourd'hui on est Pessar Sheni, on est le 14 Nissan, et le 14 Iyar, et comme vous savez, il y a un minag, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps, il ne fait pas encore nuit, vous pouvez toujours prendre une matzah, il y a un minag de manger de la matzah, aujourd'hui en souvenir du Korban Pessah qui était amené pour ceux qui étaient tamés au Bederech Choka, ceux qui étaient loin ou qui étaient impurs, et qui n'avaient pas pu offrir Pessah Rishon. Donc aujourd'hui, on n'a pas dit Tachanoun, et on fait une petite Simcha. Donc comme c'est un petit Pessah Sheni, donc c'était l'occasion de parler de la matzah en tant que pain de liberté. Et le pain de liberté pour le Maharal, c'est le pain qui est nettoyé, c'est-à-dire sortir d'Égypte, c'est réussir à enlever les sigim. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, il y a un lien entre l'enseignement du Rav Kook et la mitzvot matzah quand on sort d'Égypte, c'est-à-dire au niveau d'une mitzvah, la chal maaseh, qui est marquée dans la Torah, qui nous signifie cette chose-là. Alors là, c'était le premier point pour expliquer le développement du Rav Kook, c'était expliquer cette approche
générale des choses, d'accord, que c'est comme ça que on arrive. Alors la deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce que les choses se font? C'est-à-dire comment est-ce que quand tu viens en Eretz Israël, tu as le droit à arriver à ce qu'on appelle, puisqu'il parle de Ne'emanut, c'est-à-dire réussir à arriver à une pensée, une réflexion, une idée et une imagination en HF. Vous savez ce que c'est HF? Haute fidélité. C'est-à-dire que à une Ne'emanut yoter gvoa, une fidélité plus grande à ce qu'on est censé être. Alors pour ça, il faut voir la fin de la Pisca. Disons que il dit comme ça. Ces idées se purifient par le fond de l'air de la terre d'Eretz Israël qui enveloppe quiconque est dans l'attente de la. Alors, là, la deuxième Pisca parle de ceux qui ne sont pas en Israël. Comment est-ce qu'ils peuvent malgré tout atteindre ça? Il parle du Yesod, de la Avira, du Avir d'Eretz Israël. Regardez ici, Mizdakechim, Mi Yesod, Avira d'Eretz Israël, Achofef, c'est-à-dire l'air d'Eretz Israël. Alors c'est quoi l'air d'Eretz Israël? Comment est-ce que l'air d'Eretz Israël est marqué? C'est clair que tout le Mahamar de Rav Kook, il est autour de cette idée, Avira d'Eretz Israël marqué. L'air d'Eretz Israël, il rend intelligent. C'est-à-dire c'est... et alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose-là? Tout d'abord, ça je l'ai entendu de l'élève de Manitou Rav Meir El-Fassi, qui habite à Kiryat Moshe, Mori Verabi, et je crois qu'il avait amené au nom du Rav Ashlag, mais Zerayon Yadoua Vepashut, c'est que Altikre Avir est la O. C'est-à-dire qu'en hébreu, quand on parle de l'air, Avir, Avirarim Tsalul Kayain, la racine du mot Avir, c'est le mot O. Regardez, Avir là, c'est marqué avec le Aleph après, mais le mot Avir, il a la racine de Or, Aleph Vavresh, dedans. Vous voyez ici, il y a la racine de Or dans le mot Avir. Donc, quand nos Chachamim, ils parlaient que Avira d'Eretz Israël Markim, que l'air d'Eretz Israël, c'est pas parce qu'on respire un air qui est moins pollué en Eretz Israël, surtout à Yerushalayim, c'est-à-dire il n'y a pas trop d'industrie, donc l'air est meilleur, donc du coup, on peut devenir intelligent, ou bien que c'est une science infuse parce que tu respires. C'est qu'en Eretz Israël, tu es en présence du Or, d'une lumière, et c'est ça qui est important. Alors c'est quoi cette lumière? C'est justement la Shrina. La Shrina, c'est la présence de Hakadosh Baruch Hu qui se trouve en Eretz Israël. Et cette Shrina, on le sait, c'est un Or, c'est-à-dire c'est quelque chose, et c'est elle qui se trouve à l'intérieur de nous quand on vient ici. C'est-à-dire que quand tu viens en Eretz Israël, tu reçois plus du Or d'Eretz Israël. Alors pourquoi est-ce que dit Rav Kook de cette manière? Parce qu'il parle quel que soit leur niveau. C'est-à-dire qu'on ne parle pas spécialement d'un grand Rav, on ne parle pas spécialement, etc. On parle de manière générale et ça influe sur chacun à son niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la présence de Hachem est beaucoup plus grande, cette présence, on pourrait dire c'est Tosefet Neshama, c'est que notre Neshama, elle devient beaucoup plus éclairée par la lumière de Hachem, et donc on est beaucoup plus conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça nous aide à jeter les clipotes. On dit toujours qu'à Paris, les rues de Paris étaient remplies de Yirat Shamayim. Vous avez entendu ça? De plein de crainte du ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on disait toujours que tous les Juifs qui arrivaient de Pologne ou d'Afrique du Nord, dès qu'ils débarquaient à Paris, ils jetaient toute leur Yirat Shamayim dans la rue et ils se débarrassaient. C'est-à-dire donc les rues de Paris étaient pavées, surtout la rue pavée de Yirat Shamayim. Et donc en fait, en Eretz Israël, c'est juste le contraire. Tu arrives en Eretz Israël, Dati, Chiloni, Ashkenazi, Sfaradi, tu reçois un influx permanent de Or Eloki. Et ce Or Eloki, il ne te rend pas intelligent. C'est-à-dire, il ne te rend pas intelligent lui-même. Il fait que tu as une introspection profonde de ton être toi-même, puisque de ton être qui est relié avec Akadosh Baruch Hu, de Neshama, Shenatatabit Orai, et à ce moment-là, tu es capable d'enlever les scories et d'enlever les clipotes. C'est-à-dire tu te débarrasses, et ça explique pourquoi tu redeviens beaucoup plus celui que tu étais depuis le début. C'est-à-dire c'est ça le développement de l'idée de Rav Kook. On est en situation de retour à une Ne'emanut, une fidélité, une authenticité. C'est-à-dire là-bas ici on est authentique, là-bas on est authentique. C'est-à-dire là-bas c'est plus stock, ici c'est plus authentique. Oh, il est parti encore. Ouais, ça recommence. Encore une fois. Ouais.
Dommage. Puis là, désolé, de nouveau, encore une fois. Et on va, comme il est de toute façon 52, je pense je vais voir si j'arrive à ouvrir le texte. Non, il ne me permet pas parce qu'il n'en a pas répondu. Donc on a étudié la moitié du texte, je pensais qu'on aurait le temps d'étudier tout le texte jusqu'à la fin, mais je vais peut-être quand même dire quelques mots sur, peut-être pour qu'on considère qu'on a en tout cas fait l'essentiel sur la deuxième partie du texte, et si Dieu veut, on terminera complètement la semaine prochaine. La deuxième partie du texte de Rav Kook, Johan, désolé, hein, mais on va terminer. Là, tu peux partager. Je peux partager, oui, mais je ne sais même pas si j'ai ouvert quelque chose, c'est ça aussi le problème. Non, je ne l'ai pas, donc on laisse tomber. Alors, Béal peut. C'est-à-dire l'honora. De toute façon, on l'a lu au début du cours, et je vais vous le dire Béalpé. C'est-à-dire la deuxième partie du cours. Et on va Bezrat Hashem, il nous reste quelques minutes, on va terminer comme ça. J'avais prévu des sources dessus, on le fera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, la fin du texte pose une énorme question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans l'encouragement des gens qui ont fait leur aliyah, qui sont venus en Eretz Israël, comme la plupart de nous, et qui vivons cette chose-là. Peut-être que jusqu'à maintenant, on ne savait pas, peut-être qu'on s'en rendait compte, mais en tout cas, j'imagine que chacun s'est rendu compte que sa perception d'intelligence, de pensée, etc., est différente quand il vient en Eretz Israël. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est, on sent qu'on est revenu à nous. C'est-à-dire, on a fait, c'est pas seulement un retour dans le sens de la tchouva au niveau de Torah ou mitzvot, que beaucoup de gens parmi nous ont vécu peut-être chacun à son niveau dans l'avancement qu'on a eu quand on est revenu en Eretz Israël. Mais ici on parle de la pensée, c'est-à-dire de tout le monde intérieur de la personne, de la personnalité. Maintenant, la grande question que pose Rav Kook, c'est la question que posent les anti-Rav Kook. Ils disent, et tu veux me dire, ça c'est ce que j'ai vu dans l'explication de Rav Aviner, tu veux me dire que tout ce qui a été écrit comme chokhma, comme sagesse du peuple juif en dehors d'Eretz Israël, ça vaut rien. Alors qu'est-ce que tu fais avec le Talmud de Babylone et qu'est-ce que tu fais avec tous les écrits, j'allais dire Rabbi Yosef Karo, mais lui il est venu en Eretz Israël, et tout ce qui a été écrit pendant 2000 ans, tout ce qui a été rédigé avec sagesse, avec dévouement, avec Messirut Nefesh, de développer la sagesse de Ham Israël, qui a été fait en dehors d'Eretz Israël. Alors tu veux me dire que tout ça, c'est plein de scories, c'est plein de clipotes, c'est pas authentique. À ce moment-là, il faut arrêter d'étudier tout ça. Et c'est pas pensable. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté impensable dedans, c'est que Hachem nous a quand même pas envoyé pendant 2000 ans et nous a demandé, on pourrait dire, on a eu tellement de dévouement de l'Imout Torah et de développement de la sagesse du peuple juif, et d'ailleurs le monde entier le reconnaît, en tout cas nous, on le sait, qu'il y a ici un développement énorme pendant 2000 ans de Chokhmah, de Chokhmat à Torah, de sagesse de la Torah, et tout ça c'était rien du tout, le Gaon de Vilna c'était rien, et le Rambam c'était rien, et etc., etc. C'est-à-dire, Ravina, Ravashi, tout ça, c'était rien du tout. C'est impensable. Alors, Rav Kook, et quelqu'un d'autre que Rav Kook aurait dit, Melo kol haolam kevodo. C'est-à-dire que la sagesse est universelle, aucun rapport entre les capacités intellectuelles et le lieu géographique où tu es. Et c'est bien de ça que nous parle Rav Kook. C'est-à-dire, Rav Kook, il est en train de nous montrer que le lieu géographique a une influence sur tout. Déjà, on a vu plein de choses dans les 3 premières piskaot. Aujourd'hui, on a vu que ça influe sur tout le développement de l'intellect et de la sagesse de chaque juif qui est là. Et donc, ça veut dire que cette idée Melo kol haolam kevodo, que dans le monde entier, il y a une uniformité du potentiel de développement intellectuel et de sagesse équivalente partout, c'est faux. En tout cas pour les juifs, puisqu'il a parlé d'Israël, il n'a pas parlé des goïms, il a parlé des juifs. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Il y a en Eretz Israël quelque chose qu'il n'y a pas là-bas. Alors, comment c'est possible du coup que le Talmud de Babylone est écrit en Babylone et que c'est pourtant le monument de la sagesse de la Torah chez Balpé dans le Niglé? Oui, il y a aussi d'autres textes, bien entendu, énormément, toute la bibliothèque est remplie de tout ça. Alors, tous ces chachamim, comment ils ont fait? La réponse du Rav Kook, elle est aussi obsessionnelle que la première piska. Il a dit, c'est parce qu'ils étaient liés spirituellement par l'amour avec Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils étaient intelligents, c'est pas parce qu'ils sont nés, c'était des tzadikim qui étaient purs et qui ont passé leur temps à se consacrer à la Torah, qu'ils ont écrit le Talmud Bavli. Ceux qui ont écrit le Talmud Bavli
et qui ont eu je parle de ça parce que c'est quand même le monument fondamental de la Torah de Bavel, c'est-à-dire la Torah qui a été écrite en dehors d'Israël. D'ailleurs, la Gemara considère toujours le Talmud Eretz Israël, Talmud Bavli, c'est l'étude en Eretz Israël, l'étude en dehors d'Eretz Israël. Et si les Chachamim de Bavel, quand ils ont écrit ça, ont réussi à avoir du Siyata d'Ishmaïa, de l'inspiration et de la sagesse, c'est parce qu'ils étaient des amoureux, des aimants de Eretz Israël. C'est ça qui leur a permis d'avoir en dehors d'Israël une parcelle du Havir, de l'air de Eretz Israël. C'est ce qu'on vient de lire. Parce que le Rav Kook a parlé de Havira d'Eretz Israël, le Yesod de la Havira d'Eretz Israël, quand il parlait des Juifs de Chutz La'aretz. Et il insiste sur le fait que c'est ça qui a fait leur possibilité de développer. Donc même en dehors de Eretz Israël, la sagesse du peuple juif s'est développée grâce, non pas à l'intelligence uniquement, bien entendu, il faut être racham, il faut être sadique, il faut être pur, il faut être investi, il faut avoir la Messirut Nefesh, d'étudier et d'enseigner la Torah et de réfléchir sur la Torah toute sa vie, comme on le fait tous, comme le peuple juif dans sa totalité a toujours fait, c'est-à-dire d'aimer la Torah et de développer la Chokhmah, c'est-à-dire, mais il faut avoir un point essentiel, c'est Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea. Et quand dit Rashi, quand on dit Rav Kook, kol ohavea, il dit, non pas, d'ailleurs c'est le pshat dans la paracha, c'est-à-dire Sisu alea masos kol amitabelim alea. La fin du pasuk, c'est-à-dire que le sasson, c'est-à-dire la joie dans le sens de sasson, c'est ceux qui se mettent en deuil, et Simchu et la réjouissance, oui, à Yerushalayim, kol ohavea, ceux qui l'aiment. Donc ceux qui l'aiment et ceux qui s'endeuillent, c'est les deux. C'est ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël et qui sont en même temps, comment s'appelle ça, mitztarim betzar, c'est-à-dire qui sont associés à la souffrance, c'est ce qu'il appelle le deuil du churban, de la destruction, et en même temps, ils ont la hava de la ishtokekut, de la volonté de revenir et de reconstruire et de revenir en Eretz Israël. Et c'est donc ça, le chidouche dans son ensemble de Rav Kook. C'est-à-dire le chidouche dans son ensemble, c'est que en chokhma milvat chokhmat Eretz Israël pour le peuple juif. Il n'y a pas d'autre sagesse que cette sagesse, puisque, comme je l'ai dit, c'est la seule qui est authentique. C'est la seule qui est liée avec le Or Eloki, donc la prophétie, ce qu'on verra la prochaine fois, et la révélation. Or, pour le peuple juif, c'est qu'en Eretz Israël, ou si tu es amant d'Eretz Israël, c'est-à-dire, si tu es amant d'Eretz Israël, Ohavé, à ce moment-là, tu as une segoula, tu as une bénédiction, une bracha de pouvoir le recevoir, même en dehors de Eretz Israël, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que cette sagesse, c'est un retour à soi-même. Donc il faut être chez soi pour être soi-même. C'est-à-dire ou chez soi, ou vouloir être kol ohavea. Vous savez que le mot hava c'est echad, c'est la volonté d'être ensemble. Alors je vais terminer ça avec deux idées. La première, c'est l'idée du Maharal, c'est qu'il explique ça, pour expliquer, je vais expliquer la partie de ceux qui sont amants de Eretz Israël, c'est-à-dire les amants de Sion, ceux qui, nous, le peuple juif, quand on était en Chutz La'aretz, et qu'on voulait revenir, on aimait Eretz Israël, on aimait Yerushalayim, on aimait la Shrina, et grâce à ça, on pouvait recevoir aussi cette bracha en dehors d'Israël. La première, c'est le Maharal au début de Netzach Israël, qui insiste sur le fait qu'en fin de compte, être en dehors d'Israël, pour le peuple juif, c'est non naturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'antinaturel, parce que le peuple est naturellement attiré, ou un juif est naturellement attiré par Eretz Israël. Et pour maintenir la galoute, Akadosh Baruch Hu doit faire ce qu'il appelle les shvuot, on a étudié, les serments. Et c'est quoi les serments? C'est qu'il nous a enserrés dans le mensonge, il nous a enserrés dans la galoute pour empêcher la chose naturelle. Le meilleur machal, c'est le machal du magnet, de l'aimant. C'est-à-dire que le peuple juif et la terre d'Israël et la présence de Dieu ici aimantent l'un l'autre, et naturellement tu veux revenir, et il y a une mechitza chez le barzel, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous est interdit. Alors cet aimant, c'est kol ohavea, c'est le fait d'être aimant. C'est-à-dire que quand tu es séparé, mais que tu es aimant de Eretz Israël, tu exprimes le fait que tu es lié, tu es memugnat, c'est-à-dire tu es attiré, et à ce moment-là, tu reçois l'influx de cette bracha, même quand tu es en dehors. Le jour où tu aimes Paris, ou tu aimes, je sais pas moi, Oran, c'est-à-dire ou Vilna, c'est-à-dire que tu es bien là où tu es, que tu oublies, tu es Imeshkacher Yerushalayim, que tu oublies ce sentiment de hava, de meshicha, d'attirance. À ce moment-là, ta sagesse,
elle sera perdue. C'est-à-dire que les livres que tu écriras même de Torah, ce ne sera pas des Chidushé Torah, ça n'aura pas d'intérêt, d'après le Rav Kook, parce qu'il n'y aura pas cette bracha, elle ne sera pas authentique. Ce sera une Torah qui sera remplie de sigim et de klipot. C'est-à-dire, par contre, si tu es assis là-bas, mais que tu es vraiment, alors cette chose, elle est possible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va terminer, c'est un très beau mot de Rabbi Nachman Mibreslav. Il dit que comme ça, quand quelqu'un n'habite pas 3 ans dans son terrain, dans sa maison, alors il risque de le perdre parce qu'il y a Yehush Be'alim. C'est marqué dans la Gemara de Baba Batra, Perek Shlishi, Cheskat Abatim, que s'il y a Yehush Be'alim, c'est-à-dire que, ou bien avec un objet c'est encore plus fort, ça peut arriver immédiatement. Si quelqu'un désespère de quelque chose qu'il a perdu, à ce moment-là, il perd la propriété dessus. Alors, une fois, on avait demandé à Rabbi Nachman au nom de quoi on peut réclamer, c'est relié avec la parashat Hashavua de Béar, le droit sur la terre d'Eretz Israël, au nom de quoi, puisque ça fait 2000 ans qu'on est parti et qu'il y a d'autres peuples qui l'ont pris possession. Il a répondu, comme on dit 3 fois par jour, Vetechezene Ainenu, Meshufra Letzion Berachamim, alors il n'y a pas Yehush Be'alim. On n'a jamais désespéré de revenir par le fait qu'on a dit 3 fois par jour depuis 2000 ans qu'un jour on reviendra à la maison, le Shana Haba Yerushalayim. Et ça, c'est le grand moussard que nous dit Rav Kook au niveau de la Chochma, de la Chochma Torah. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un il est mityaesh, il fait Yehush Be'alim, c'est-à-dire il est mityaesh, il se détache de ça, alors il perd Melachia Vesara Bagoim en Torah, c'est-à-dire à ce moment-là, il perd même sa capacité d'être authentique dans sa Torah. Et le jour au contraire, tant qu'il est relié par Simruba Kolo Avea, à ce moment-là, même en dehors d'Israël, Akadosh Baruch Hu, pendant 2000 ans, nous a donné cette bracha. Et bien entendu, il faut terminer en disant Baruch Hashem Elokei Israël, qui nous a ramenés sur nos terres et qui permet au peuple juif dans son ensemble, et chacun de nous, de manière individuelle, qui nous permet de revenir à nous-mêmes à tous les niveaux de la pensée. Zéou. Tov. Alors, Bémet, je suis désolé pour le marchef, je dois dire que c'est un mot fait. Pourquoi? Parce que je donne des cours avec cet ordinateur partout, au moins 4 cours par jour. Et il n'y a que dans ce cours-là que c'est arrivé 2 fois. Sans doute que le Rav Kook, il nous a mis des interférences ici un petit peu spéciales. Est-ce que vous avez des shaylotes ou des remarques ou des chidushim? Ouais. Oui, moi j'ai fait une question sur le texte. Donc on voit qu'il y a 4 niveaux, pensée, réflexion, idée et imagination. Et à la fin du texte, il dit, enfin c'est écrit, les idées se purifient. Alors est-ce que c'est que les idées qui se purifient, c'est-à-dire ce 3e niveau qui va se purifier, ou donc la 2e phrase, donc si on lit les niveaux, il y a pensée, réflexion, Oui, idée, Nahon, tu as raison. On l'avait dit, imagination. j'ai pas fait attention. Donc, c'est Nahon, il y a marqué Ra'antam Mizdakrim Miyesod Avira d'Eretz Israël. Mais j'ai pas de réponse à ta question. C'est un bon diouk. C'est-à-dire qu'il aurait dû répéter tout ça. C'est-à-dire, à moins, on dirait comme ça. Je dirais peut-être, là c'est un chidouche maintenant, c'est qu'il parle, là il parle de ceux qui sont pas en Eretz Israël. Il parle de ceux qui sont pas. Donc, Rayon de Tap, on a dit que si on prend cette idée que c'est lié avec le ratson, Rayon, ça vient du ratson. C'est-à-dire que la base de ça, c'est pas tes capacités intellectuelles, si tu as le ratson d'être lié avec Eretz Israël, ben c'est pas que tu penses, c'est que tu as une vraie ratson à ce moment-là, à Rayon Mizdaker, c'est-à-dire à Kol Mizdaker, mais Miyesod à Rayon, c'est-à-dire que la base de ce qui fait que tu es Mizdaker, c'est ton ratson, c'est une volonté. C'est-à-dire parce que le lien avec Eretz Israël, une Ahava, c'est-à-dire c'est pas une pensée rationnelle, c'est quelque chose qui correspond à une prise de position. Peut-être que c'est ça la réponse, sinon je ne sais pas. C'est-à-dire, Todarabam pour le diouk, Anir Shovalzi. Je voulais revenir avec l'idée de Avir et Or. Ouais. Une fois par semaine, un jour par semaine, religieux ou pas religieux, il n'y a pas de pollution parce que les gens restent chez eux, les gens font la Shabbat, c'est extraordinaire en Israël. Jamais vu ça nulle part, parce qu'à l'étranger, ils ont compris. Mais il y en a un qui fait Yom Rishon, l'autre qui fait Yom Shishi, l'autre qui fait un autre jour. Mais là, nous, c'est Shabbat. C'est-à-dire que stop. Et quel que soit le niveau de la religion et même de l'idéal de quelqu'un, il fait son dîner du soir avec sa famille. Il se réunit dans le parc en face de chez moi, là j'ai des hurlements,
mais on s'arrête. C'est très intéressant. Avir ve'or. Mhm. Il a fait mot. C'est-à-dire qu'en fait, tu lis ça aussi avec le Shabbat. C'est normal. Et le Shabbat, c'est un Shabbat. moment où tu te nettoies. C'est-à-dire, Nachon, tu te nettoies en C'est fait. un fait en Donc, Israël. c'est aussi Nasarat Aklipa. Oui, en Eretz Israël, Nachon, parce qu'en Eretz Israël, c'est tout le monde. En D'ailleurs, Israël. D'ailleurs, tu peux expliquer comme ça ce que c'est que la notion de Neshama Yetera. C'est-à-dire, Shabbat, tu reçois Neshama Yetera, c'est-à-dire tu reçois une plus grande lumière parce que tu es moins dans les clipotes. C'est-à-dire, les clipotes, ça peut être beaucoup de choses qui sont autour et tout. Mais comme tu dis, aussi au niveau de la pollution aussi. C'est-à-dire, en Routslaret, c'est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et nous, c'est si ce n'est toi, tu es avec ton frère. C'est-à-dire. Bah, quand À ce, on lit le Rav Kook, ça a l'air un petit peu presque fromm. C'est comme ça chez nous, etc. Mais quand j'ai commencé à lire, ça m'a rappelé la théorie des climats de Montesquieu. Et c'est Ouais. connu, on a appris ça. Et ça explique deux choses du Rav Kook. La première, c'est que Avir arrête Markima d'un côté, et de l'autre côté, quand on est de l'autre côté, quand on est à route la arrête, je sais de quoi je parle, eh bien, on est aussi pollué par ce qu'il raconte. Et donc, il y a une base universelle par rapport à ce genre de choses-là, la théorie des climats de Montesquieu. Il a fait Meod, Toda Rabba. Je la connais pas, la vérité. J'ai dû m'arrêter à l'école une année avant, mais Moi non c'est plus, mais c'est tout. ah ouais, mais théorien. Mais בסדר, זה הגיוני, c'est logique, בסדר. Tov, alors, attends, je crois que quelqu'un, Naomi, tu voulais dire quelque oui, chose? c'était juste, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit sur le Shabbat. Ce qui m'a fait penser quand vous avez commencé le texte, c'est que, en fait, je pense que quand on est en dehors d'Israël, en fait, on vit différemment la semaine du Shabbat. La semaine, on est obligé de réfléchir et de se comporter vis-à-vis de tout le monde. Et le Shabbat, on est en communauté, c'est le Shabbat, on fait cette coupure même en roule, et on réfléchit autrement, c'est-à-dire on fait une coupure et donc du coup, on se purifie peut-être pas, mais même en route, on essaye on pense autrement puisqu'on est plus libre, on devient plus authentique puisque dans la semaine, on n'est peut-être pas tout à fait authentique puisque on est avec tout le monde, quoi. Mais Rimon. Alors, je rebondis sur ce que tu as rebondi. C'est que le Rav Kook dit misdaker, c'est-à-dire on est plus, quand tu as dit on est plus pur, il a parlé de isdakrut, c'est-à-dire une misdakrim kolra notamment. Et Manitou, il avait expliqué une fois, en tout cas j'avais entendu de lui il y a longtemps, que Ratza Akadosh Hu les zakot et Israël, c'est-à-dire nous on traduit toujours par la notion de rendre méritant. En fait, il avait dit non, pas du tout. Les zakot, c'est rendre plus transparent. Parce que dans le sens de Shemen Zaitzach, c'est-à-dire la srouchit, le verre, c'est la matière qui est transparente. Et en fait, ça correspond bien à ça. C'est-à-dire que quand tu as des clipotes et des sigim, alors tu n'es pas transparent à l'intérieur. Et que Bémet, la sgoula du Shabbat aussi, elle est mezaker et otanu. Le Shabbat, c'est mezaker. Il nous permet d'être plus transparent à notre neshama, à ce qu'on a à l'intérieur, de revenir à ça. Chazak ou Baruch, mais Shabbat et Eretz Israël, c'est des notions qui sont liées entre elles. Mais Kedushat Haaretz, c'est Shabbat Haaretz, c'est Shabbat Bereshit. Top, בסדר, alors vraiment, je dois vous demander Slicha Mechila. Et j'espère Merci que ce beaucoup. sera la dernière fois où il y a une takala comme ça. Et Bezrat Hashem Shabbat Shalom. Et Merci. Purim, non, Pesach Sheni Sameach. Et Bezrat Hashem, pas Purim Katan, Pesach Sheni. Et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Comme tout, Shabbat Shalom. Chazak ou Baruch. Kol Tov, Shalom.